C'est avec le sentiment du devoir accompli que le gouvernement répond aujourd'hui à la convocation initiée par un groupe de 7 sénateurs. D'après la lettre du président du Sénat, la séance du jour doit se dérouler autour de la gestion des fonds d'urgence par le gouvernement suite à l'ouragan Sandy, la marche générale du gouvernement, des questions d'intérêt général comme cité par l'honorable sénateur Jocelyn Privert. Le gouvernement a donc préparé et apporté un rapport détaillé sur la gestion des fonds d'urgence et est à votre disposition pour les 2 autres points mentionnés. Je vous demande aussi de bien vouloir accepter mes excuses pour n'avoir pas pu répondre plus tôt aux récentes invitations du Grand Corps. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, et en 2 fois, je n'étais pas présent en Haïti, je n'ai pas pu répondre à ces invitations. Mais restez rassurés que le devoir de rendre compte au peuple dont vous êtes les légitimes mandataires est un impératif auquel j'obéis volontiers et tous les ministres de même. D'entrée de jeu, permettez-moi, honorable sénateur, de rappeler à votre attention les circonstances qui ont porté le gouvernement à déclarer l'état d'urgence après le passage de l'ouragan Sandy sur Haïti. L'ouragan Sandy fut un événement climatique majeur dans la région. Il a causé des dégâts importants, non seulement en Haïti, mais dans plusieurs économies régionales, et même celles des pays qui disposent de grands moyens de protection et de prévention, comme par exemple les États-Unis. Pour les États de New York et de New Jersey seulement, les pertes et dégâts sont évalués à plus de 71 milliards de dollars dans ces 2 villes. En Haïti, les rapports établis par différentes institutions et ceux du gouvernement à travers la direction de la protection civile mentionnent un nombre important de personnes décédées ou disparues, plus de 27 000 maisons détruites ou endommagées, 39 000 familles sinistrées, 90 000 hectares de plantations détruites ou endommagées, 20 000 personnes évacuées. Seulement dans le département de l'Ouest, 75% des communes ont été inondées. Dans le Sud, 61%. Dans le Sud-Est, 80%. Dans les NIP, 63%. Dans la Grand'Anse, 91%. Dans l'Artibonite, 33%. Dans le Centre, 7%. Dans le Nord, 43%. Dans le Nord-Est, 33%. Et dans le Nord-Ouest, 50%. Toute la République a été affectée. Ce triste tableau serait incomplet si je ne mentionnais pas la pollution des réserves d'eau potable qui ont entraîné une résurgence du choléra et d'autres épidémies majeures. Les dégâts ont été estimés à un montant astronomique, plus de 70 milliards de goudes, soit 15% du PIB. L'économie haïtienne a été ravagée. L'industrie, les infrastructures, l'agriculture, le commerce, l'éducation ont été sévèrement affectés. Nombre d'entre vous ont fait la meilleure expérience dans vos propres départements. Le sénateur Steven Benoît en est un témoin privilégié pour avoir effectué, en ma compagnie, un survol des zones sinistrées. La presse internationale dans son ensemble n'a pas manqué de braquer ses projecteurs encore une fois sur notre pays, victime une fois de plus, après le séisme du 12 janvier, d'un désastre d'une si grande ampleur. Dans le rapport qui vous est remis, le gouvernement a inclus les grands titres des différents médias à travers le monde pour confirmer l'étendue des pertes subies par notre cher Haïti. Je souligne à l'attention des honorables sénateurs qu'après le passage de la tempête Isaac, le gouvernement n'a pas jugé opportun, à l'époque, de déclarer l'état d'urgence, vu que les provisions
suffisait amplement pour répondre aux besoins du moment. Cependant, à l'arrivée de la tempête Sandy, les ressources prévues dans le budget étaient insuffisantes pour répondre à l'ampleur des dommages. Les recommandations du système national de gestion des risques et désastres d'un côté, de l'autre côté, le peu de résultats obtenus par un appel du gouvernement à la solidarité internationale. 39 millions de dollars ont été sollicités contre 16 millions seulement obtenus, mais décaissés à travers d'autres organismes. Ont porté le gouvernement, par arrêté du 30 octobre 2012, en conseil de décréter l'état d'urgence pour une période d'1 mois, allant jusqu'au 5 novembre et au 5 décembre 2012. Par arrêté du 30, cette période a été prorogée du 5 décembre 2012 au 5 janvier 2013. C'est ainsi que 5 milliards de goudes au titre de crédits supplémentaires pris par décret d'avance en date du 15 novembre 2012 ont été mobilisés, mais que seulement 2,1 milliards de goudes ont pu être décaissés à date. Seulement 2,1 milliards de goudes ont pu être décaissés à date. Le gouvernement a également pris la responsabilité de réorienter l'utilisation des 12 milliards 820 millions de goudes des fonds du Petro-Caribé pour les mobiliser dans le sens de l'urgence. Je souligne qu'il s'agit d'environ 15 milliards de goudes, alors que les dégâts étaient évalués à plus de 70 milliards de goudes. Le gouvernement aurait souhaité faire plus, mais il a dû rester bien en dessous des besoins, étant donné des ressources limitées qu'il pouvait mobiliser. Aujourd'hui, la répartition de ces 2,1 milliards de goudes est la suivante. 1 milliard pour les TPTC, 875 millions pour l'agriculture et 200 millions pour le ministère de la Planification. Honorables sénateurs, en décrétant l'état d'urgence, le gouvernement avait un double souci. D'abord, celui de venir en aide immédiatement aux victimes, et ceci dans tous les départements touchés. Ensuite, celui d'activer la réalisation de projets aptes à augmenter la résilience de l'économie et du territoire. Conscient des responsabilités de l'État en matière de gestion des risques et des désastres naturels, le gouvernement a retenu, dans le cadre de la loi d'urgence, des programmes structurants aptes à rendre le pays moins vulnérable aux constantes catastrophes naturelles qu'il subit chaque année. Il s'agissait au fond d'intervenir de manière intelligente sur un ensemble de projets susceptibles d'avoir un impact non seulement sur l'urgence du moment, mais sur l'urgence à venir. Il fallait certes faire face à cette urgence, mais aussi de s'inscrire dans la durabilité. Au-delà des projets à court terme, destinés à accompagner et à soutenir les sinistrés et les victimes, le gouvernement a jugé bon de prioriser ceux susceptibles de renforcer véritablement les infrastructures socio-économiques du pays. Le gouvernement a donc fait le choix d'investir dans le structurant, autrement dit le durable, pour rompre avec cette mauvaise habitude de ne gérer que l'urgence. La décision a donc été prise de s'inscrire dans une stratégie de prévention des risques et de catastrophes. Il y a encore beaucoup de travail à faire.